Bonjour à toutes et à tous. On va conclure cette journée avec une dernière séquence sur la qualité des chantiers. On va parler ligne construction, hors site, réemploi, REP. Donc une heure bien chargée avec plusieurs intervenants. Nous avons Malika de l'OPP-BTP. On vous parlera de la convention ligne construction sur laquelle on est en partenariat également avec la FFB. Nous avons Hugo Bonnet de Cycle Up, Carole Counant de Ginger, d'Eléo qui nous a accompagnés sur la rédaction d'un cahier repère sur la REP, et Gilles Darmon de Gironde Habitat qui nous fera un retour. Gilles Darmon de Gironde Habitat qui nous fera un retour sur le Lean et sur le hors-site, et Xavier Menuet, l'entreprise BMG Menuiserie, qui nous fera aussi un retour du point de vue d'une entreprise sur le Lean Construction. Donc tous les sujets que qu'on pourra aborder aujourd'hui sont un petit peu emmenés sur cette première slide. Le Lean Construction, on va donc prendre cette première partie sur le Lean Construction et le hors-site. On en reparlera aussi un petit peu après. Ce sont des nouveaux process pour vous, des nouvelles façons de faire pour améliorer la qualité de vos chantiers, améliorer les délais, respecter les délais. Donc c'est un sujet qui est important à la fois sur le Lean, c'est aussi la prévention, c'est pour ça que l'OPP est là, l'OPP-BTP est ici. Et puis c'est aussi de la productivité pour les entreprises. Ensuite on parlera réemploi avec Cycle Up, notamment réemploi de sanitaires, sur un marché qui est en pleine expansion, on va dire. Vous avez plusieurs sites qui sont en train d'être créés, notamment à Bordeaux, je crois. Et puis, on a Carole qui nous parlera de la REP, un sujet qui fait parler en ce moment. Donc, juste pour commencer, on a signé un peu avant l'été, c'était le 20 mai, une convention avec la FFB, avec l'OPP-BTP et puis le pôle habitat FFB pour promouvoir le Lean Construction. Vous pouvez retrouver là sur le QR code le lien vers le site de l'OPP-BTP pour retrouver un certain nombre d'informations, un certain nombre de livrets, de publications qui sont déjà en cours. Et l'idée, c'est de vous retranscrire un certain nombre de REX que vous pourrez retrouver sur le Lean. Et puis, je vais laisser la main à Malika qui vous expliquer un petit peu ce qu'on a voulu mettre dans cette convention. Et puis, tu vas nous parler aussi un peu de prévention, je crois. Bonjour. Donc effectivement, nous avons réalisé un partenariat donc avec l'USH, la FFB et Pôle Habitat et l'OPP-BTP afin en fait de mutualiser nos énergies sur le sujet qui est le Lean Construction. Ah oui, donc l'objectif est en fait de promouvoir ces démarches de Lean Construction puisqu'elles visent à limiter les gaspillages et à amplifier la valeur ajoutée. Donc ce sont deux axes importants qui, dans ce contexte actuel, en fait, permettent de se donner plus de ressources, plus de performances, d'améliorer les conditions de travail, puisque en fait, dans le cadre d'études, on a pu constater que le Lean Construction aussi favorisait la prévention, mais ça a contribué également, par le biais du gaspillage, à améliorer toutes ces démarches environnementales et la réglementation qui est de plus en plus ambitieuse. Donc ce partenariat, il vise à amplifier les démarches du Lean Construction auprès des maîtrises d'ouvrage, des entreprises. Alors pour cela, on a différents modes d'accompagnement qui sont en fait de mettre à disposition des accompagnements collectifs qui vont se déployer en région, des aides, des outils pour que ces accompagnements auprès des entreprises se fassent plus facilement. Mais c'est aussi pour les maîtrises d'ouvrage de favoriser la rédaction d'exigences contractuelles pour mettre en œuvre plus aisément en fait, le Lean Construction. L'objectif de ce partenariat, c'est aussi de réaliser des retours d'expérience et par le biais d'études sur différents projets, mais aussi de mener des projets pilotes pour montrer quelle efficacité cela représente. Donc le 20 mai, on a signé officiellement cette convention et puis c'était l'occasion aussi de partager des retours d'expérience, aussi bien avec des entreprises de la construction, mais des maîtrises d'ouvrage. Donc ces échanges ont été riches et ont permis donc, de partager les retours que chacun pouvait ressentir sur ces démarches. Et en fait, elles sont globalement
en général très positive et on peut constater que certains dirigeants ou maîtres d'ouvrage, une fois qu'ils ont mis le pied à l'étrier, en fait, souhaitent poursuivre ces démarches sur leur projet. Donc, lors de cet événement, nous avons aussi pu promouvoir la plateforme commune dont le QR code vous a été communiqué pour partager tout cela. Vous avez également le replay de ces partages d'expériences et vous avez des ressources qui vous permettent voilà, de voir un petit peu ce qu'il en est et comment ça peut contribuer en qualité, sécurité, environnement. Je continue. Donc voilà les retours d'expérience des quelques verbatims exprimés par des chefs d'entreprise qui nous amènent à nous motiver sur le déploiement de ces démarches et à amplifier le Lean Construction dans le BTP. Hop, je vais passer à la suite. Donc pourquoi c'est en lien directement avec la prévention? Eh bien, à travers les différentes expériences qui ont été relatées lors de ces échanges de table ronde, on voit qu'il y a 3 grands axes qui ressortent. Ce sont des axes en général très transverses où on a la possibilité de toucher l'ensemble des entreprises et l'organisation et la coordination du projet. On va retrouver les projets de planification, de gestion de flux et de coordination et de communication. Donc je vous ai donné quelques exemples là, mais en fait, tout en améliorant la qualité, la coordination, la communication, on arrive aussi à améliorer la prévention et tout ça, c'est gagnant-gagnant. Enfin, juste pour dire un mot concernant la construction hors site, c'est un sujet qui émerge, dont on entend un peu plus parler ces derniers temps, et c'est quand même une démarche qui ne s'improvise pas, qui nécessite en fait de repenser le processus de construction. Il ne le révolutionne pas, mais c'est souvent complémentaire à la construction traditionnelle. Et pour bien appréhender, on va dire, tous ces sujets aussi d'organisation et de prévention, il y a 3 points clés. C'est bien sûr d'intégrer cette coordination le plus en amont des projets en impliquant aussi l'ensemble des acteurs autour de la table. Et c'est également de pouvoir intégrer la sécurité dans le choix des composants qui vont voilà, être commandés, on va dire, pour cet ouvrage. Donc un guide paraîtra prochainement et au premier trimestre 2026 et je vais laisser la parole à Yvan. Oui, je reprends 5 minutes, enfin 30 secondes la parole pour la laisser après à Gilles Darmon. Donc là, vous avez eu un premier élément sur ce qu'est le Lean Construction. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment ça se passe pour un bailleur. Et là, je vais laisser la parole à Gilles. Comment Gironde Habitat est arrivé au Lean Construction ? Alors un constat de nos pratiques qui ne va pas surprendre. Hein. On avait sur un échantillon d'opérations constaté qu'on avait régulièrement des dépassements sur les coûts d'objectifs entre 0,2 et 4%, donc issus souvent de la non-qualité ou de ce qui n'avait pas été suffisamment anticipé. Des dépassements de délai qui pouvaient aller d'un demi-mois à parfois 6 mois sur des opérations. Et on a engagé il y a une dizaine d'années une réflexion autour de ces sujets pour regarder au niveau du maître d'ouvrage dans quelle mesure on pouvait influencer et intervenir pour faire évoluer les pratiques. Donc on a commencé par expérimenter des lots gestion de chantier qui amenaient un service, en fait une forme de conciergerie de chantier pour commencer à travailler sur la gestion des flux, sur les moyens à disposition des entreprises pour offrir des conditions de travail dignes et de ce qu'on attend en 2020-2025. Et donc à cette occasion, on travaillait depuis de nombreuses années avec l'OPPBTP et la CARSAT qui nous accompagnaient, qui nous permettaient de monter en compétence sur ces sujets. Et la branche innovation de la Fédération française du bâtiment de Gironde nous a approchés en 2019, pour nous proposer de faire partie d'une expérimentation menée sur 12 sites en France et donc pour faire partie du site en Gironde pour déployer en fait du Lean Chantier sur une opération test. Donc la commande, c'était viser une opération modeste, à l'OTI bien sûr, pour pouvoir, par le biais d'un prestataire, accompagner la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre et surtout les entreprises adhérentes à la FFB sur le Lean Chantier. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous présenter cette première opération qui est à Martignas-sur-Jalles? Vous avez la petite télécommande qui est juste devant. Voilà. Alors,
Alors, Martignac-sur-Jalles, bon, c'est une commune en périphérie de Bordeaux. L'opération, c'était 22 logements collectifs, allotis en 13 lots, dont le lot de gestion de chantier, parce que c'était aussi un moyen pour nous de mesurer l'efficacité, la pertinence de cette organisation et de ses moyens mis à disposition. Et on visait un délai de chantier de 14 mois pour un coût de travaux d'environ 2 millions d'euros. On a pu intégrer dès la phase de consultation des entreprises dans le cahier des charges le fait que toutes les entreprises s'engageaient à être accompagnées et se former sur les méthodes Lean. La Fédération du bâtiment avait pris parti d'accepter que des entreprises non adhérentes puissent aussi répondre sur l'opération. Et donc on a comme ça attribué le marché à 13 entreprises différentes. Et on a pu, pendant la période de consultation, bénéficier de la formation au Lean, maître d'ouvrage et maître d'œuvre, avec un prestataire qui est Delta Partner. Et ensuite est venu le temps de la formation pendant la période de préparation des entreprises et le suivi sur toute la phase chantier. Continue Gilles, mais qu'est-ce que ça donne concrètement sur une opération par rapport à une opération traditionnelle en termes de planning, en termes voilà. Alors, ce que ça change, ça permet de revenir sur des fondamentaux. Déjà pour la maîtrise d'ouvrage, c'est que avant de revenir vers les entreprises, on partage à nouveau les objectifs. Ça paraît très basique, mais c'est de vérifier quels sont les objectifs de la maîtrise d'œuvre, quels sont les objectifs de la maîtrise d'ouvrage, la planification de l'opération. Donc, tordre le cou à de vieilles habitudes, dire on a 14 mois de délai, donc on va en mettre que 13 dans le planning pour se garder une marge qui est cachée mais qu'on n'est pas capable d'exploiter parce que même si elle est gagnée, elle n'est pas anticipée. Donc ça permet de se remettre en cause et surtout de recréer du lien. Moi, c'est ce que je retiens sur cette expérience. Et puis réfléchir sur l'organisation des flux. C'est par exemple réfléchir en termes de zoning, puisque le Lean, en fait, c'est aussi organiser une répétition de tâches pour créer des routines. Donc on regarde sur cette phase préparatoire avant de bâtir le planning avec les entreprises, comment on décompose l'opération pour en fait avoir des zones de chantier qui permettent de gérer un flux d'approvisionnement répétitif, une intervention répétitive des entreprises et donc créer des habitudes, des routines de travail. Et autre idée reçue sur laquelle l'expérience nous a fait évoluer, quand on a un chantier qui dérape, on a, je parle pour Gironde Habitat et je vais parler pour moi, j'avais souvent le réflexe de dire mais il faut mettre plus d'effectifs, il n'y a pas assez de monde, il y a 3 personnes sur le chantier. Et donc quand c'est désorganisé, quand on rajoute du monde, ça rajoute de la désorganisation et de la complexité. Et là, c'est une approche complètement différente, c'est d'accepter de faire partir quelques entreprises devant, de les laisser avancer, pour permettre au corps d'État secondaire de venir sur le chantier mais de ne plus le quitter. Donc en fait, on raisonne là aussi sur une gestion du temps qui est complètement différente mais qui permet de rationaliser le temps passé sur le chantier et d'éviter les allées et venues. Et puis après, c'est aussi un gage de sérénité. Alors la sérénité, c'est quoi? C'est revenir sur le sens de nos actions en tant que bailleur. J'ai une collègue qui est présente ici, c'est de garantir la date de remise de clé au client. On construit pour ça quand même. Et donc régulièrement, quand je fais le point avec les équipes de la gestion locative, force est de constater qu'on décale régulièrement les opérations. Là, on ne l'a jamais décalé. Voilà. C'est aussi un gage de sécurité. La sérénité, c'est aussi la mise en service avec les services concessionnaires. C'est-à-dire anticiper les mises en service et pouvoir 3-4 mois avant la mise en service, confirmer les dates, les tenir et donc avoir une résidence qui est parfaitement opérationnelle. On a lancé cette opération, donc je vous le disais, en 2019. On avait donc un délai de 14 mois et le planning établi nous permettait de viser une livraison en 13 mois. Donc une fois qu'on a travaillé sur le planning, le déroulement du chantier s'est passé là aussi de manière remarquable et inhabituelle. Les réunions de chantier pour les entreprises
durer entre 5 et 10 minutes. C'est-à-dire qu'en fait, on ne fait pas une réunion de chantier pour faire la liste de tout ce qui ne va pas, mais les vignettes que vous voyez affichées, en fait, ce fameux planning collaboratif, ça permet d'avoir une vision à 4 semaines de ce qui se passe sur l'opération et de vérifier que les engagements pris par chacun sont tenus. Et s'ils ne sont pas tenus, ça nous permet d'anticiper à 4 semaines comment rectifier pour revenir dans le planning et recoller aux objectifs. Donc en fait, ce sont les entreprises et plus particulièrement les compagnons, pas les conducteurs d'opération, pas les chefs d'entreprise, qui viennent s'engager et qui viennent positionner sur le planning ces fameux post-it pour dire la tâche que je devais exécuter est exécutée. À J plus 2 semaines, 3 semaines et 4 semaines, je peux tenir mes engagements et comme ça permet de dérouler. Et on a rencontré en 2020 un épisode un peu particulier, on s'en souvient tous. La livraison devait intervenir en pleine période de Covid. Donc en fait, on s'est retrouvé au moment de la livraison de l'opération confiné. Et malgré ça, on a réussi à livrer en 14 mois. C'est-à-dire qu'on a mangé notre marge, mais la marge a été mangée par le confinement. Et donc, je vous ai mis, alors pardon, non, je vais y revenir, mais c'est pas grave. Je vais y revenir, en fait, pour vous donner aussi des résultats concrets. On avait des entreprises, notamment, j'en cite deux, le Gros Œuvre et l'Électricien, qui étaient des entreprises particulièrement bien organisées, méthodiques. Pour autant, le maçon, sur cette opération, il a fait 7% de marge bénéficiaire supplémentaire, ce qui est tout à fait considérable. L'Électricien, qui est une entreprise qui a intégré le Lean au sein de son entreprise depuis de nombreuses années, mais qui ne l'avait jamais expérimenté sur chantier, il a économisé 15% de ses heures. Donc en fait, ça nous montre que nous avons des outils à disposition pour faire la lutte au gaspillage, pour mieux construire, pour améliorer les marges. Et donc si on améliore les marges, on améliore la formation, l'accompagnement. Donc le résultat, il a été tout à fait positif, et pour nous et pour tous les intervenants. Et donc là, on voit la slide de la question que je vois ici. C'est-à-dire qu'après cette première opération, est-ce que Gironde Habitat souhaite généraliser le Lean sur l'ensemble de ses constructions, ou est-ce que vous en êtes sur la réflexion? Est-ce que vous avez testé 2 nouvelles opérations en Lean? Où en êtes-vous en fait? Alors, la généralisation, elle n'est pas d'actualité parce que, comme je le précisais, Martignas, on était accompagné par la fédération et par un prestataire. On a bénéficié de cette formation, donc on a commencé par intégrer dans le pilotage de l'activité à Gironde Habitat quelques principes de Lean pour déjà se familiariser avec les process, avec les outils. Et donc maintenant, il est question pour nous de lancer des opérations qui vont nous permettre de mesurer que les résultats attendus sont au rendez-vous et aussi de mesurer quels moyens on doit mettre en place déjà à notre niveau en termes organisationnels et formation des personnels de Gironde Habitat pour accompagner les équipes de maîtrise d'œuvre et les entreprises. Et donc on a une opération qui est en chantier actuellement, qui est située à Bordeaux, j'en parlerai tout à l'heure, qui est une opération de 63 logements en R+9. Et on a un délai de chantier de 20 mois qu'on est en train de tenir, donc où l'entreprise utilise le Lean chantier pour la planification et l'organisation. On lance une autre opération sur le premier semestre 2026 à Canéjan, une opération de 52 logements, où là on a mis dans le règlement de consultation au niveau de l'équipe de maîtrise d'œuvre une obligation d'avoir un pilotage Lean. Et on va lancer la consultation d'entreprise comme on l'avait lancé sur Martignas, où on va exiger des entreprises qu'elles se forment au Lean ou qu'elles acceptent en tout cas d'intégrer le Lean qui sera piloté par la maîtrise d'œuvre puisque la compétence sera intégrée au niveau de la maîtrise d'œuvre. D'accord. Merci Gilles. On l'a vu, il y a un intérêt pour les entreprises. Vous le disiez, 15% d'heures en moins, je crois, sur une des entreprises sur l'électricité. On va avoir le témoignage de Xavier Menuet de l'entreprise BMG. Vous avez expérimenté sur une réhabilitation en milieu occupé. Pourquoi avoir voulu faire du Lean? Parce que pour le coup, Gironde Habitat, c'était le donneur d'ordre et qui demandait à faire du Lean. Là, vous avez proposé du Lean alors que le donneur d'ordre ne l'avait pas demandé. Oui, tout à fait. Alors, en fait,
On avait un objectif au départ essentiel, c'est la productivité. On avait intégré un gain de productivité important dans notre chiffrage qu'il fallait qu'on ait en réalisation. On l'a dépassé puisqu'on a fait 57% de gain de productivité sur cette opération. On voulait aussi en profiter de ça pour améliorer les conditions de travail de nos collaborateurs. Et un objectif très important pour nous, c'est la satisfaction des locataires. C'est clé en réhabilitation en site occupé. Le locataire, il est très important. On avait des équipes déjà formées. On faisait du lean dans l'entreprise et on avait un objectif de passer en phase chantier. Et donc, on a décidé sur un chantier de... Combien on va en marche arrière? Bon, c'était le slide d'avant. Non, ça va avancer encore. Donc, on avait décidé de partir avec sur un chantier d'I3F. Merci, Malika. C'est un chantier de 6 bâtiments. Notre lot, c'était le lot menuiserie extérieure. C'était le lot le plus important de la réhabilitation. Comme vous le voyez, c'était que des grandes menuiseries. Donc, il y avait des enjeux techniques importants. C'est des menuiseries qui étaient lourdes. Il fallait les amener jusqu'aux étages. Et c'était une pose très technique. Et en plus, c'était un chantier qui se prêtait bien, même si c'était encore d'état séparé en site occupé et que nous étions la seule entreprise à le faire. Ça s'y prêtait plutôt bien parce que c'était il y avait une durée suffisante pour rentrer dans un rythme industriel et avec des interactions avec les autres corps d'État qui étaient absorbables. Oui, c'est-à-dire que les autres corps d'État, eux, ne faisaient pas le lean. Donc vous étiez le seul à faire du lean finalement sur ce chantier. Tout à fait. Et donc, en fait, il faut s'adapter évidemment au milieu occupé et aux contraintes particulières du site occupé. Le lean, par définition, ça se passe sur le terrain, donc c'est très compatible parce qu'en fait, quand on fait du lean, on s'adapte au contexte, ce qui est important en site occupé. Et donc, on a travaillé avec nos équipes sur de l'effet miroir. On a déterminé avec les équipes terrain, donc avec les opérateurs, avec les compagnons, la meilleure façon de travailler. Et on a travaillé sur 4 axes essentiels. Si je devais en retenir un, le plus important, je parlais de satisfaction des locataires tout à l'heure, c'est celui qu'on a mis en place en termes de communication et visuel partagé. On a mis un support collaboratif en place. Bon, alors, oui, alors ça, j'anticipe un peu ce que je voulais dire. Là, en fait, ce qui est important, c'est qu'effectivement, on travaille bien avec Attends, c'est l'autre slide, je suis désolé. Donc, on a mis un support collaboratif en place qui permet, en fait, c'était affiché à tout le monde. Les OPC, les maîtres d'œuvre, les maîtrises d'ouvrage et surtout le gardien avaient accès à cette information, sont les rendez-vous locataires qui sont mis au fur et à mesure en temps réel. Ça permettait aux gardiens de pouvoir communiquer directement avec les locataires et pouvoir les informer. Mais on est même allé plus loin, on a permis aux gardiens de modifier des rendez-vous et de positionner lui-même des rendez-vous sur notre planning. Du coup, le gardien n'était plus entre le marteau et l'enclume, c'est souvent le cas entre l'entreprise et le locataire, mais il est devenu partie prenante. Et ça a considérablement fait évoluer la relation avec nos locataires. Et pour vous, entreprise, les bénéfices que vous avez, alors vous en avez parlé au début, mais est-ce qu'il y a d'autres bénéfices que vous avez remarqués sur ce chantier-là et est-ce que vous allez le décliner sur tous vos autres chantiers plus tard? Alors effectivement, on a eu beaucoup de bénéfices en fait. Alors au-delà de la productivité qui était importante, ça nous a permis, tu parlais de délai tout à l'heure, ça nous a permis de tenir le délai, même de faire un délai plus court. On a démarré le chantier avec 1 mois de retard puisqu'on a eu un affaissement de la chaussée au moment de démarrer. On a réussi à tenir le planning initial malgré tout. On a évidemment eu la satisfaction de tous les acteurs du chantier, maîtrise d'œuvre, OPC, maîtrise d'ouvrage, le gardien évidemment. Nos salariés aussi, nos équipes qui pourtant font ça depuis 10 ans, depuis 15 ans, qui à la fin de journée nous ont dit c'est le chantier le mieux organisé qu'on ait jamais fait. Et d'ailleurs, quand on a commencé au départ et la phase d'observation, ils avaient le délai en tête, ils disaient ça va être chaud, ils couraient dans tous les sens. Ils étaient assez efficaces, mais ils couraient dans tous les sens. Une fois qu'on était en rythme de croisière, ils allaient 2 fois plus vite et ils couraient plus. Et donc du coup, c'était quand même un sacré confort de travail. Et de là, ça a aussi amélioré la sécurité. On a travaillé sur les éléments de sécurité sur le chantier. Et entre autres choses, par exemple, approvisionner les menuiseries, c'était pas une simple histoire, surtout que des fois on avait un échafaudage, parfois on avait une nacelle. Enfin, et donc au bout de 3 itérations, on a trouvé une méthode pour approvisionner les menuiseries qui non seulement nous ont fait gagner du temps, mais ont considérablement aussi amélioré la sécurité de nos compagnons. Et puis quand on travaille comme ça en amont, aussi bien, du coup, on est
Quand il y a des imprévus ou des perturbations sur le chantier, déjà il y en a moins. Et puis quand il y en a, on a plus de temps et c'est plus facile de consacrer du temps pour les régler. Donc voilà, beaucoup de bénéfices. Merci à vous deux. Il nous reste encore 2 petites minutes. J'ai peut-être une petite dernière question à vous deux en une phrase. Pour vous, quelles sont les conditions indispensables pour réussir une démarche Lean ? Pour moi, les conditions à réunir, c'est d'avoir en fait l'ensemble de la chaîne des acteurs motivés pour faire évoluer les pratiques. C'est-à-dire que quand on parlait de généralisation, nous on s'est vu sur une opération proposer à un maître d'œuvre de payer l'accompagnement pour mettre en place une méthode Lean. Et en fait, la seule chose qui l'intéressait, c'est qu'on prenne la participation intégralement en charge. Donc quand ces signaux-là sont renvoyés, c'est pas bon signe. En fait, je pense que pour que ça fonctionne, il faut que chacun des acteurs soit clairement conscient qu'on a des outils à disposition pour faire bouger les lignes, améliorer les choses, et donc qu'on soit tous ensemble motivés sur le sujet et engagés sur le sujet. Ouais, moi, ce que je dirais, alors au niveau de l'entreprise, d'abord, il faut avoir une équipe à minima formée qui sache de quoi on parle, qui est la culture, même s'ils ne connaissent pas le mot, mais c'est une philosophie Lean et qu'ils comprennent un peu la philosophie. Ensuite, c'est une démarche qui doit être portée par la direction. Clairement, ça peut impacter et générer des changements majeurs dans l'entreprise et qui peuvent parfois freiner les équipes. Donc, il faut vraiment que ce soit porté par la direction pour s'assurer qu'on va bien au bout de la démarche. Et puis, en ce qui nous concerne, on essaie de le mettre en place sur des chantiers maintenant où il y a un minimum de durée, où on peut monter en puissance, on peut passer par cette phase d'observation et adapter les process. Donc, il faut qu'il y ait un minimum de durée d'industrialisation possible. Et puis, dernière chose, c'est ce qu'on a fait sur ce chantier-là, qui était le premier chantier Lean, c'est qu'on s'est fait accompagner une entreprise extérieure, qui est IMA Construction, qui est spécialisée dans ce domaine, et qui a apporté le regard extérieur et qui nous a aidé à faire changer le comportement de nos équipes et faire accepter qu'on peut travailler différemment. Quand on travaille de la même façon depuis 10 ans, après avoir testé plein de choses, on est convaincu que ce qu'on fait, c'est la meilleure façon. C'est bien un regard extérieur, ça aide à faire passer les messages. Merci Xavier Menuet. Ça me permet d'enchaîner sur le hors-site finalement, qui est là aussi un process un peu nouveau, on va dire un peu innovant. Et Gilles, vous en avez parlé tout à l'heure, vous avez une opération qui est menée en hors-site. Et qu'est-ce qui vous a fait choisir le hors-site? Est-ce que c'est un choix de la maîtrise d'ouvrage ou est-ce que c'est une proposition qui vous a été faite? Alors en fait, c'est les deux. C'est les deux parce qu'en fait, c'est une opération qui est dans un périmètre OIN, donc avec un cahier des charges et des niveaux attendus qui sont exigeants, je vais y revenir, et surtout une parcelle où en fait on occupe et on construit sur 100% de l'espace disponible. Donc on n'a absolument pas, en termes de logistique, de possibilité de déborder du chantier. Donc on a lancé cette opération, on a fait le choix de la lancer, on n'en lance pas beaucoup, on l'a lancée en conception-réalisation, en challengeant les équipes, puisqu'on doit être labellisé NF Habitat 9 étoiles, on doit atteindre un score bois de plus de 50%, on a un label bâtiment biosourcé, on est en niveau 3, donc bon, il y a des contraintes importantes, enfin des objectifs en tout cas ambitieux. Et donc, ce qui était intéressant dans les propositions reçues, c'est que très rapidement, on s'est rendu compte qu'effectivement, grâce aussi à tout le travail qu'on a engagé, encore une fois, avec la CARSAT, l'OPP-BTP, je vais y arriver, pardon, on a pu, dans l'analyse des offres produites, mesurer que les équipes avaient intégré la gestion des flux, comment intégrer l'entretien ultérieur des ouvrages. Donc c'est des sujets, s'ils ne sont pas abordés en amont, qui génèrent aussi du surcoût ou des dépassements de délai parce qu'il faut les rajouter. Et donc sur cette opération, on est sur un bâtiment R+9, on a 63 logements, on a eu 12 mois d'études. Alors 12 mois d'études, ça a permis de travailler sur tous les sujets qu'on vient d'aborder. Le chantier est également piloté en ligne, puisque l'entreprise a intégré dans ses process les lignes, y compris avec les sous-traitants et les corps d'état secondaires. Et donc, on a un délai de chantier de 20 mois.
c'est des délais des fois qu'on n'arrive pas à tenir sur une opération de 20 logements individuels. Hein. Donc voilà, c'est... Et donc, j'ai peut-être d'autres images. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un socle de bâtiment, c'est la proposition qui a été faite par le lauréat. On a un socle de bâtiment qui est composé entièrement d'éléments préfat béton. Donc j'ai pas de pointeur, mais en fait, on a une voie d'accès qui sert en fait... J'ai pas de pointeur, mais ouais. Mais on a une voie d'accès en fait qui permet aux camions de venir se garer sur une emprise de voirie qu'on occupe provisoirement. Et en fait, les camions sont directement déchargés et les approvisionnements sont directement gérés par les opérateurs sur site pour les éléments préfabriqués béton, pour les mobs, pour les murs ossature bois, pour les façades ossature bois. Ensuite, on a un petit aperçu, mais on a aussi des planchers en CLT. Donc même procédé en fait, hein, tout est usiné, préfabriqué en atelier. Et ce qui a été aussi intéressant, c'est de mesurer le travail réalisé par l'entreprise et l'architecte dans la conception de l'ouvrage pour faire en sorte que la préfabrication soit possible et que sur site, il y ait le moins d'intervention humaine possible. C'est de l'assemblage, c'est un gros Lego. Et ça va aussi dans le sens de la prévention. C'est intéressant, donc ça fait monter en compétence, là encore, toutes les parties prenantes. Et vous avez sur ces deux images, en fait, le socle sur l'image qui est à votre gauche. C'est la fin, en fait, des 4 planchers bois en CLT. Et vous avez, en fait, une image du bâtiment R+9 qui est terminé, avec les 2 derniers niveaux en attique où on a le dernier niveau plancher bois qui est également réalisé. Donc on est dans les délais, on a des conditions de travail qui ont été intéressantes et mises en avant encore une fois, y compris par la CARSAT, par les préventeurs, par l'inspection du travail qui a visité plusieurs fois l'opération. Et on a un niveau qualitatif qui est prometteur. Merci Gilles. Peut-être un dernier mot sur la synergie entre le Lean et le hors-site. Oui, ce qu'on peut dire en fait, c'est au travers de cet exemple, si besoin en était, ça prouve en fait que si on tient compte de l'environnement de l'opération au sens large du terme, ça va dans le sens de la réussite du projet. C'est-à-dire que s'il y a des compétences techniques mais qu'elles ne sont pas utilisées à bon escient, si on ne prend pas en compte l'environnement dans lequel on intervient, enfin voilà, si on ne prend pas en compte l'ensemble des composants, ça ne peut pas fonctionner. Donc le Lean, il amène aussi ça, c'est-à-dire que dans la réflexion et dans la préparation, il y a eu 12 mois de préparation. Donc, alors c'est dans le cadre d'un conception-réalisation encore, mais ça montre bien qu'il faut passer du temps en études, en préparation, et pas tout concentrer sur la phase chantier, et là je parle en tant que maître d'ouvrage, tout concentrer sur la période de préparation qui est sur les chantiers classiques très courte et insuffisante. Et le hors-site, il a aussi une vertu, en tout cas c'est ce qu'on constate sur cette opération, c'est les circuits courts. Pour gérer les flux, pour être au rendez-vous, ça amène aussi l'ensemble des acteurs à réfléchir sur quelles sont les filières d'approvisionnement local, comment on travaille avec les acteurs locaux. Et donc, c'est aussi cette démarche qui est vertueuse et qui entraîne, encore une fois, tous les acteurs dans une démarche vertueuse et prometteuse. Merci Gilles. Je vais juste vous demander de passer sur la petite slide d'après parce que je vais juste parler hors site, côté USH rapidement. Malika l'a annoncé pour l'OPP-BTP, vous travaillez vous sur un guide sur le hors site, un cahier sur le hors site. L'USH vient de faire paraître cet été un cahier repère sur le hors site pour nos bailleurs, pour nos maîtres d'ouvrage. C'est un sujet qui pose beaucoup de questions et là l'idée c'est quand même de lever au maximum les freins pour pouvoir développer le hors-site et on travaille en synergie avec l'OPP-BTP, avec la FFB pour lever aussi les freins au développement du Lean de la même manière. On va donc maintenant passer à Hugo de Cycle Up. Je te laisse la petite... voilà. On va commencer du coup... par le réemploi et notamment sur la particularité de la réutilisation finalement des sanitaires. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce qu'est Cycle Up et le travail qui est mené?
Oui, bien sûr. Avant de passer à la slide d'après, est-ce que vous savez tous ce qu'est le réemploi de matériaux de construction? À peu près. Est-ce que vous savez faire la différence avec le recyclage? Eh bien, vous êtes un public très instruit puisque c'est très rare. Donc le réemploi, on parle bien de récupérer un matériau et de le remettre en tant que matériau. Il n'est pas repassé par être refondu ou quoi que ce soit. Donc nous, chez CycleUp, depuis 2017, on ne fait que ça. C'est notre objectif, c'est notre motif et on le fait dans un seul et unique but qui est de massifier la pratique du réemploi. Le réemploi, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. On a toujours récupéré des matériaux, on les a toujours remis en œuvre. Mais par contre, à un certain moment, vers l'ère industrielle, on a un peu oublié ce que c'était. Les polices d'assurance sont arrivées, la pression urbaine est arrivée, et donc on a un peu laissé ça de côté. On a continué à le faire de manière un peu plus informelle. Et donc depuis 2017, nous, notre but, c'est de remettre ça au centre et d'essayer de le systématiser sur les projets. On a commencé par monter une marketplace qui permettait de mettre en relation des acteurs qui avaient des besoins en matériaux de construction et des acteurs qui avaient des gisements de matériaux de réemploi. Et ça, c'était en 2017. Sauf que rapidement, à ce moment-là, on s'est rendu compte que le monde de la construction n'était pas prêt. Alors aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'est pas prêt pour le lean non plus. Il n'est toujours pas trop prêt pour le réemploi. Mais en tout cas, on y travaille. Et donc, on a une cellule études et conseils qui intervient sur tous les projets et qui est là pour accompagner les maîtrises d'ouvrage, les entreprises, les architectes à limiter le gaspillage. Et ça, c'est un autre terme que j'ai noté tout à l'heure. On est un peu sur la même continuité. On est là pour limiter le gaspillage. Et cette cellule études et conseils, elle est aussi là pour amener un des autres points qui a été soulevé, c'est qu'il faut, pour que ça se passe, que tous les acteurs de la chaîne de valeur soient conscients et aient envie que ça intervienne. Si je vous raconte tout ça, c'est pour une bonne raison. C'est que cette marketplace qui fonctionnait en flux direct d'un chantier de construction à un chantier de déconstruction, eh bien, très honnêtement, elle n'a jamais fonctionné. Pour la simple et bonne raison qu'il nous manquait quelque chose. Il nous manquait quelqu'un sur cette chaîne de valeur. Il nous manquait un intermédiaire. Vous avez déjà tous essayé de faire un projet qui respectait les temps. Alors avec le Lean, c'est un peu plus... on y arrive. On arrive à faire 20 mois, c'est 20 mois. Mais quand on essaye d'aligner un planning d'un projet avec un autre planning d'un projet, c'est pratiquement impossible. Ça, c'est une des premières choses. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, on n'avait pas à la fin un matériau qui était prêt à l'emploi. On n'avait pas quelque chose qui soit prêt à poser. Et là encore, je rejoins un peu ce qui se passe dans le hors-site. C'est qu'à la fin, il faut quelque chose qui se retrouve à être prêt à être posé sur un bâtiment. Et c'est dans ce cadre-là qu'en 2021, on a commencé à avoir des lieux physiques et qu'en 2023, on a lancé notre première activité de reconditionnement de matériaux de réemploi pour être cet acteur central, cet acteur qui est capable en amont de récupérer des gisements qui sont dans un état déplorable, je vous montrerai quelques photos après, et derrière de les refournir à des entreprises de construction pour qu'elles soient capables de les poser directement. Et c'est ce qui a vraiment permis aujourd'hui, et c'est ce qui vraiment permet aujourd'hui de passer un cap. Comme je vous le disais, la marketplace, on arrivait à réemployer 2-3 pots de fleurs, 50 portes, etc. Aujourd'hui, on parle de quelque chose de beaucoup plus conséquent. On parle de 3000 sanitaires l'année dernière, de 5000 cette année, de 15 000 l'année prochaine, avec des ouvertures de sites, comme on pourra en parler. Mais pour regarder un peu particulièrement à quoi ça ressemble, c'est tout bête. On récupère des sanitaires, on les amène dans notre site de production à Noisy-le-Sec. Entre parenthèses, on a créé 8 emplois avec ça. Alors vous allez me dire, c'est pas beaucoup, 8 emplois, mais c'est un début. Donc laissez-moi un petit peu me satisfaire de cette statistique. À l'intérieur, on vient nettoyer l'intégralité des sanitaires. On est sur de la céramique, c'est très simple. On vient trier tout ce qui est défectueux, tous les éclats, les fissures, un peu tout ça. Et on vient remplacer toutes les pièces d'usure. Donc ce que vous voyez sur l'écran, c'est Adama qui est en train de changer le mécanisme de chasse d'eau. C'est Fofana qui est en train de nettoyer des sanitaires. Ici, je ne sais pas parce que je ne reconnais pas ses mains, mais qui est en train de faire la partie finition. Et donc ces opérateurs-là travaillent tous les jours au quotidien dans notre activité à Noisy-le-Sec. Ce qui permet à l'entrée d'avoir quelque chose comme ça et à la sortie quelque chose comme ça. Si vous pensez que j'ai fait du Photoshop, je vous invite à aller voir notre stand. On est au stand E60 là-bas. On a ramené un WC, oui. Je l'ai porté hier matin. C'est très lourd, ça pèse quand même 40 kilos. C'était très compliqué, mais il est là-bas, donc n'hésitez pas à aller le voir.
Et vous allez voir, vous ne pourrez pas faire la différence entre ça et un WC, neuf. Je vous reparlais des quantités parce que c'est important pour moi, toujours dans cette histoire de massification. J'ai oublié déjà la question d'Yvan, mais je vais dérouler quand même. C'est que aujourd'hui, on a encore, pour moi, 5 000, c'est pas assez. 15 000 demain, c'est pas assez. La référence la plus vendue chez CDO par an, c'est 60 000. C'est un WC bas de gamme. Je ne le dirai pas d'où il vient, mais il vient pas de France. Alors que nous, c'est des produits qui ont été reconditionnés en France, localement. Nous, derrière, à côté de ça, c'est la référence la plus vendue. Des références de sanitaires, il y en a des dizaines et des dizaines, voire potentiellement des centaines. Nous, on n'en fait que 5 000, on n'en fait que 12 000, que 15 000. Il y a une raison pour ça, et je voudrais y revenir après, mais je pense que j'anticipe une de tes questions, c'est que on a un problème de gisement. Donc je ne sais pas si vous êtes des bailleurs ou des entreprises de déconstruction ou de cureurs dans la salle, mais à chaque fois que vous jetez un WC, moi en fait je suis très très déçu puisque j'ai besoin de WC à reconditionner. Et j'en ai jeté un des WC, parce que depuis 2017 on faisait du réemploi, on a fait des opérations de démol et de curage et on en a jeté des centaines et des centaines et des centaines de WC. Et c'est là que ça rejoint l'autre sujet qui était abordé encore et que je redis depuis tout à l'heure, qui était qu'il faut que l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur soient investis et veuillent bien le faire. Et ça, c'est primordial. Le premier rôle, c'est celui de la maîtrise d'ouvrage. En tant que bailleur, vous avez, je vais vous le dire, un devoir d'organiser la dépose sélective de vos matériaux et de les rediriger vers les bonnes filières de collecte. En tant qu'entreprise de déconstruction, vous avez un devoir, encore une fois, de respecter ce que vous vous êtes engagé de faire auprès de vos bailleurs et de vos clients et de correctement déposer vos WC pour ensuite les envoyer vers les bonnes filières de collecte. Voilà. Et au fur et à mesure, après il y a la collecte, après il y a le reconditionnement. Et vous, ne vous inquiétez pas, dès que vous... Enfin, en tout cas, nous avons un devoir de reconditionner le maximum de matériaux et de les remettre dans les filières de distribution. Je sais pas, j'enchaîne. Je déroule. Je vous parlais de sanitaire, je parle beaucoup de WC parce que c'est notre produit d'appel, mais on fait toute la céramique blanche. Donc tous les produits que vous voyez à l'écran. Ce qu'il faut comprendre derrière, c'est que la plupart des matériaux qu'on récupère sont plutôt de bonne qualité intrinsèque. On récupère bien sûr des matériaux bas de gamme, mais on récupère des matériaux, voilà, je récupère du Jacob Delafont, du Villeroy et Bosch, du Duravit, qui sont des bons matériaux. Donc quand on les a reconditionnés, on a aussi des matériaux qui sont de bonne qualité et qui peuvent encore vivre un certain nombre, encore une grande durée de vie. Ce qui est dans le sanitaire, ce qui est compliqué, c'est tout ce qui est mécanisme de chasse d'eau, mais comme on est aujourd'hui en train de mettre du neuf à l'intérieur, c'est des mécanismes de chasse d'eau neufs, on se dédouane de cette particularité et comme ça vous avez un produit qui est qualitatif. Parce que en fait ce que je voudrais qu'on retienne ici, c'est que nous avons un devoir à proposer un service qui soit équivalent à celui du neuf. C'est-à-dire que derrière vous avez des produits qui ont une qualité qui est équivalente à celle du neuf. On a une chaîne d'approvisionnement qui est équivalente à celle du neuf. C'est-à-dire que vous nous demandez de livrer un produit pour dans 3 mois entre 18h et 19h, ça fait un peu tard, mais c'est pas grave, on le fera quand même. On vous livre votre produit dans 3 mois entre 18h et 19h. Et le dernier sujet, c'est qu'on a un besoin et un devoir d'avoir un service après-vente qui soit équivalent, encore une fois, à celui du neuf. Et donc, s'il y a un produit défectueux, c'est possible de le remplacer. Si vous avez besoin de faire de la maintenance, etc., dans 10-15 ans, en fait, les références qu'on installe, elles sont capables d'être retrouvées, etc., etc. Je me suis un peu perdu, mais j'enchaîne peut-être. Tu avais peut-être une question ? Oui, j'ai une question. Il y a eu une évolution sur le marché parce qu'il y avait 3000 WC réemployés et en l'espace d'un an, vous êtes passé à 12 000. Non, 5 000 pour l'instant. 5 000. Moi, j'ai lu. Enfin, voilà. 12 l'année prochaine. 12, c'est l'année prochaine, c'est ça. Cette évolution, elle est importante. Comment vous l'anticipez ? On en parlait au tout début dans l'introduction. Il y a de nouveaux sites qui vont être ouverts. Comment ça se passe ? En fait, on l'anticipe de 2 manières différentes. Pour comprendre pourquoi est-ce qu'on évolue aussi, c'est que le marché existe. Depuis le début de l'année, on a refusé une commande sur 2. On a refusé une commande sur 2 parce qu'on n'avait pas les bruts. Donc, je le redis. Mais donc, quand on est en train de travailler sur notre développement, on travaille sur ces 2 aspects, sur le brut, sur être capable de récupérer
plus de matériaux. Donc si vous vendez vos sanitaires, si vous en avez, n'hésitez pas à venir me contacter. Et donc ça, c'est en direct. Et on travaille aussi avec aujourd'hui des acteurs de la distribution avec qui on est en partenariat. Donc on est avec CDO, Point P, Leroy Merlin, pour qu'eux-mêmes soient capables de positionner dans leurs agences, et bientôt ce sera potentiellement dans toutes les agences en France, des zones de collecte de matériaux. Ça, c'est la première chose. On essaye de collecter un maximum de brut. La deuxième chose, c'est que pour augmenter cette capacité de production, puisque bientôt on va se retrouver avec trop de sanitaires, on est en train de se déployer localement. Et dans ce cadre-là, on le fait d'une manière un peu particulière, c'est qu'on va aller chercher des acteurs de l'insertion locaux qui connaissent le marché local et qui sont capables normalement dans la chaîne de valeur, ils font déjà de la dépose, mais qui demain sont capables d'ouvrir des ateliers avec nous, sous un système de franchise, pour reconditionner localement les sanitaires que nous leur fournirons. Donc pour l'instant, on va le faire dans 3 sites. On a le groupe Estime à Lyon, à Saint-Fond exactement, Vitamine T à Lille, à l'Équin exactement. Et alors à Bordeaux, c'est juste que je sais qui c'est, mais je peux juste pas le dire. On n'a rien signé, donc voilà. Mais c'est pas facile, c'est pas très difficile de savoir qui c'est à Bordeaux, si vous connaissez un tout petit peu le monde du réemploi. Voilà, donc c'est comme ça qu'on essaye de se déployer. Très honnêtement, si on se déploie localement, ce n'est absolument pas pour du carbone. Le transport, ce n'est pratiquement rien dans les économies carbone que vous serez capable de faire en faisant du réemploi. Si on le fait localement, c'est parce qu'on a envie de créer des emplois locaux et animer un écosystème local. Et c'est ça qui nous tient à cœur et ce qu'on essaye de faire avec ces 3 acteurs en tout cas. Merci. J'ai juste une dernière question. Dans le cadre de la rénovation, comment se garantir que les WC qu'on a sur un site vont être réemployés et reposés sur le même site? Eh bien, c'est juste que dans notre manière de faire, on propose 2 offres. On a une offre où on achète, on reconditionne et on revend. Et donc ça marche très bien. Et on a une autre offre qui est plutôt qu'on ne va pas prendre possession du matériau, ça reste la possession du bailleur. On le reconditionne et derrière, on le ramène sur le chantier. En fait, ça marche très bien dans le cadre de Réa, parce que souvent, ce qui est fait, c'est qu'on fait cage d'escalier par cage d'escalier. Donc la première cage d'escalier, on le fournit en réemploi reconditionné qui vient d'ailleurs. Mais quand on est en train de le faire, on est en train de déposer toute cette cage. Et donc cette cage déposée va permettre d'alimenter la seconde cage d'escalier qui est en train d'être faite, etc., etc. Et un autre sujet qui marche très très bien aussi, c'est dans l'entretien courant et dans la maintenance. Et ce que je n'ai pas forcément dit en amont, c'est que tout ce premier atelier, il n'aurait pas pu exister sans notre partenaire historique qui est Acorus, que vous connaissez vraisemblablement, et qui est un grand acteur de l'entretien et de la maintenance et qui est aujourd'hui un de nos plus gros clients. Et donc avec lequel on travaille au quotidien pour que eux, ils font de la rassemblement logistique en amont pour être capables de collecter les gisements. Alors ce n'est pas exactement les mêmes du coup qui vont être mis en maintenance, mais il y a encore ce cercle vertueux. Après, dans un sens, c'est pas très grave si c'est vos WC. Un WC reste un WC. Merci Hugo, je crois qu'il reste 2 slides, on va passer rapidement. C'est juste qu'il y a un besoin particulier. Voilà, je l'ai déjà dit, mais je préfère le mettre, j'aurais dû le mettre en très très gros, c'est nous achetons tous vos sanitaires. Et une petite slide de contact, mais vous pouvez venir nous voir au stand E60. Merci. Merci Hugo. On va terminer du coup cette séquence maintenant avec Carole. On va parler gestion des déchets. Tu nous as accompagnés pour la rédaction d'un cahier repère. Comment ça marche, la gestion des déchets sur une opération? À quelle étape il faut intervenir? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe? Oui. Alors déjà, merci à l'USH d'organiser cet atelier, puisque c'est très intéressant et ça nous permet un petit peu de vous expliquer que l'économie circulaire, comme la gestion d'un chantier, ça part avant tout de la préparation du chantier. On en a beaucoup discuté via le Lean, mais en fait, l'économie circulaire se passe aussi énormément en amont pendant toute la préparation du chantier. Et la préparation du chantier, c'est pas seulement qu'on a l'entreprise travaux qui est désignée, c'est même la conception du dossier depuis déjà l'idée
de l'opération, en passant par la sélection des acteurs qui vont vous accompagner, vous, maîtrise d'ouvrage. Et on a parlé donc de vos obligations en termes de maîtrise d'ouvrage, des obligations de l'entreprise travaux, mais il y a d'autres acteurs qui peuvent vous accompagner, le maître d'œuvre, l'AMO, sous différentes notions dans leur mission, etc. Mais il y a des acteurs qui sont sachants et qui peuvent vous accompagner pour mener à bien vos opérations. Et donc une opération qui est bien menée, c'est une opération qui est bien préparée. Et comment on prépare une opération? Et ben, il y a une phase conception qu'on vous a déclinée en 3 principales phases. La phase d'abord de diagnostic des bâtiments, diagnostic lié à la recherche de polluants. Donc vous allez avoir l'amiante, le plomb. Mais en fait, ce n'est pas que ça qui constitue un bâtiment. Il y a aussi tout ce qu'on appelle les produits, équipements, matériaux, déchets. Par la suite, je dirais PEMD, ça va plus vite. Et donc l'idée, c'est de diagnostiquer votre bâtiment pour savoir qu'est-ce qui le compose, comment on va séparer tous ces éléments-là et quels sont ceux qui sont valorisables. Donc on a parlé de réemploi avec Hugo. Moi, je vais plutôt m'atteler sur la partie déchets, donc la partie recyclage, valorisation énergétique. Et donc, en fait, la partie diagnostic va vraiment vous permettre de comprendre qu'est-ce qui compose votre bâtiment, quel est son potentiel en termes de circularité et comment on va pouvoir réfléchir la suite de la réflexion et de l'opération. Donc ensuite, vous avez tout ce qui est phase APS, APD ou AVP, donc ça dépend un petit peu des appellations de chacun. Mais l'objectif, c'est que vous ayez une stratégie économie circulaire qui se base en fait sur les diagnostics préalablement faits. Et donc cette stratégie économie circulaire, c'est à la fois qu'est-ce qui peut être réemployé, qu'est-ce qui peut être recyclé, quels vont être les objectifs en termes de valorisation et qu'est-ce que ça va vous prendre comme temps, avec également une estimation financière. Donc tout ça, c'est soit votre maître d'œuvre qui va vous faire cette analyse, cette étude, soit vous pouvez aussi vous faire accompagner de différents AMO, donc des bureaux d'études techniques. Et enfin, une fois que ces études sont faites, qu'on a les différents scénarios en termes d'objectifs et de planning, et ben on va pouvoir rédiger les pièces. Et alors les pièces DCE, c'est quand même le nerf de la guerre sur une opération. C'est ce qui va vous permettre de contractualiser avec une entreprise travaux et qui va lui permettre de prendre de vous proposer une offre qui correspondra à votre besoin. Et plus ces pièces DCE vont être finalement complètes, et plus en fait sur l'opération ça va découler tout seul parce que chacun saura qu'est-ce qu'il a à faire, dans quel temps imparti et avec quelle typologie de matériaux et surtout vers quelle valorisation quand on parle d'une déconstruction ou d'une réhab lourde. Enfin, on a la préparation de travaux une fois qu'on a sélectionné l'entreprise travaux qui répondra à 100% à vos demandes. Et dans les temps impartis, on a la partie chantier en rouge où là, effectivement, on va avoir le suivi des travaux avec une traçabilité qui devra être notée dans votre DCE. J'insiste, je reviendrai dessus derrière. Et enfin, en fin de chantier, évidemment, un retour d'expérience, c'est inévitable pour savoir comment améliorer les choses, où est-ce qu'on a bloqué, pourquoi on a bloqué et comment on peut remédier au problème. Donc, est-ce qu'on a des outils pour nous aider ? Tout à fait. Et donc les outils, on en a beaucoup parlé dans le cahier repère numéro 149, sur lequel on vous a accompagné dans la rédaction, qui était très focus sur la filière REP PMCB, j'y reviendrai en fin de présentation, mais l'idée là, c'était plus globalement sur la partie circularité des matériaux, quels sont les outils à votre disposition. Et donc en fait, on vous a fait une petite checklist déjà dans le DCE, dans la préparation de sélection à l'entreprise, qu'est-ce qu'on peut imaginer. Déjà dans le CCTP. Le CCTP, hyper important, une intégration du tri. Qu'est-ce que c'est le tri? Quel flux on veut voir trier sur place? Quel est le choix des produits et des matériaux que vous voulez mettre aussi sur place? Vous pouvez très bien définir dans votre cahier des charges quand vous êtes dans un chantier, une opération de construction, de rénovation, un certain pourcentage de matériaux issus du marché circulaire, alors soit du réemploi, soit du reconditionnement, soit aussi des matériaux qui font appel à un processus de fabrication avec des matériaux recyclés. Également le choix des exutoires quand on est sur une opération de déconstruction ou de rénovation lourde, avec des exutoires qui vont vous certifier que vos déchets vont être correctement valorisés et correspondre à l'objectif qu'on s'est fixé. Ensuite, vous avez également le CCAP. Alors le CCAP va vous permettre déjà de caler tout ce qui est qualification qu'on veut voir porté par l'entreprise travaux. Est-ce qu'il a les qualifications adéquates? On en entend beaucoup parler sur l'amiante, mais ça vaut aussi pour l'économie circulaire. Il y a des qualifications liées à tout ce qui est curage et gestion et tri des déchets.
Donc ça existe, faites-y attention. On peut aussi parler de pénalités, de primes sur les résultats obtenus par l'entreprise travaux. Si l'entreprise travaux ne respecte pas les objectifs, eh ben, on peut parler de pénalités. Et si elle va au-delà des objectifs fixés dans le DCE, eh ben, on peut parler également de primes. C'est un peu un petit peu de la carotte. On a les révisions de prix, on a les références de chantier. Est-ce qu'une entreprise travaux a déjà présenté des chantiers similaires? Ça prouve qu'elle sait faire. Enfin, on a les règlements de consultation. On vous invite très fortement à intégrer une notion d'environnement, de développement durable, d'économie circulaire dans vos choix d'entreprise, c'est-à-dire de mettre des notes s'ils cochent les cases des critères que vous voulez voir attribués. Également tout ce qui est référence. Et enfin, dans vos pièces financières, il y a une part qui va être forfaitaire, mais n'hésitez pas également à mettre des éléments au BPU. C'est-à-dire que typiquement, dans une déconstruction, on peut partir de base sur une dépose sélective pour faire du recyclage, mais on peut mettre aussi en BPU une dépose soignée préservante qui va permettre de faire du réemploi. Tout est possible, mais il faut juste le prévoir bien en amont pour canaliser et cadrer un petit peu les prix. Et enfin, sur la partie donc, réalisation en rouge, on a la partie traçabilité. Donc là, bien définir la traçabilité, avoir un tableau de suivi. Nous, on conseille hebdo, mais ça arrive que ce soit aussi mensuel, sur où vont les déchets, comment sont-ils valorisés, etc. Au niveau aussi du réemploi, de bien s'assurer qu'on a toute la traçabilité suffisante et nécessaire pour s'assurer que les objectifs soient remplis en phase réalisation. Et le suivi de chantier où nous, en tant que maître d'œuvre ou en tant qu'AMO économie circulaire, on va s'assurer que la dépose soignée préservante est bien réalisée pour faire du réemploi ou du recyclage. On va contrôler les contenus des bennes. On ne veut pas que les bennes soient déclassées parce qu'il y a eu un mélange. Ça arrive. Et donc là, il faut vraiment s'assurer que les bennes soient correctement triées. La conformité du PIC, plan d'installation de chantier, pour s'assurer que toutes les bennes soient bien là, présentes et qu'on arrive à faire un tri cette flux. Et enfin, le bilan, avec là pour le coup différentes choses à voir apparaître, mais notamment dans le DOE, avec un volet spécifique économie circulaire qui va vous permettre d'appréhender la quantité de déchets qui a été valorisée, sous quelle forme, chez qui, avec également le CERFA qui sera remonté si vous êtes obligé de le faire. J'en parle pas, c'est pas le sujet, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et le bilan environnemental et ou carbone, le cas échéant, si vous en avez fait le besoin. On vous a mis également, juste à titre, un petit peu de réflexion sur tous les acteurs qui peuvent vous accompagner pour la mise en place d'une économie circulaire sur vos opérations. En fait, l'économie circulaire, ça peut toucher tous les types d'acteurs, de la dépose soignée à la collecte, en passant par tout ce qui est réception, stockage, reconditionnement, formation, fabrication en atelier, tout ce qui est préparation, revente, etc. Et notamment, on vous a également mis les différentes filières REP auxquelles vous pouvez faire appel pour la gestion des déchets. Donc, apparaît tout ce qui est lié au D3E, donc déchets des équipements électroniques et je ne sais plus, le dernier, désolé. Donc écologique, écosystème et Soren. Soren qui est plutôt orienté sur la partie panneaux photovoltaïques. Et également les derniers nés, donc Écominéraux, Valobat, Écomaison et Valdelia, qui sont en fait les éco-organismes de la filière REP PMCB, donc celle qui va le plus vous intéresser par rapport aux déchets des produits, matériaux de la construction et du bâtiment. Je te laisse continuer pour présenter le cahier repère sur lequel vous avez travaillé. Et donc ces filières REP, elles sont davantage précisées, détaillées dans le carnet repère numéro 149 qui est apparu récemment et dans lequel on vous précise la réglementation, d'où viennent les filières REP, notamment la REP PMCB. Je ne vais pas en parler beaucoup aujourd'hui, puisqu'en fait, il y a un moratoire qui est en cours et qui va courir jusqu'au premier semestre 2026, avec une refonte complète de la filière REP PMCB. En tout cas, ce carnet de repères, il sera mis à jour une fois qu'on y verra plus clair. Et je crois que j'ai... Il y a une slide, justement, il y a déjà un rappel sur ces éléments-là. Donc le cahier repère, comme c'est dit, sera mis à jour en fonction de ce qui ressortira de... Tout à fait. Moratoire et d'un futur arrêté. On espère. Voilà. Et c'est terminé. Je remercie l'ensemble des intervenants qui ont permis, je l'espère, de vous éclairer à la fois sur des process
dans les chantiers qui permettent d'améliorer la qualité des chantiers, qui permettent d'améliorer dans la prévention et tout ce qui est réduction des déchets et circuit circulaire. J'ai oublié à la fin. Si je peux juste me permettre le petit mot de la fin, parce que je pense que ce sera un petit peu la conclusion de l'ensemble des présentations qui a été faites. C'est vraiment, pensez bien à réfléchir vos opérations. Attendez pas le chantier pour vraiment essayer de mettre en place des choses. C'est en amont qu'il faut le faire. Merci à vous.